Hervé Kaboré pour d'autres sujets d'intérêt pour la nation. Hervé Kaboré. Merci Chantal Nikema. Excellence, Monsieur le Président. Jean-Parc Belga, étudiant à Bobo Dioulasso, souhaite qu'on relève l'âge de recrutement dans l'armée pour permettre à beaucoup de personnes de participer à la lutte contre le terrorisme. Issa Yamouyego, également à Bobo Dioulasso, dit la mobilisation des ressources pour l'effort de paix est insuffisante au regard des défis sécuritaires. Comment combler le gap? Et Idrissa Sawadgo, appelle de Ouagadougou, et demande pourquoi l'ancien président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina. Merci. Merci Hervé Kaboré. On va commencer par la dernière question. Pourquoi le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso? D'accord, donc sur cette question, je pense qu'il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Donc j'avais des autorités togolaises, il peut rester là-bas, nous n'avons aucun problème. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Et vraiment, il n'y a pas de souci sur ce volet. Dès qu'il y avait certaines visites, ils nous disaient s'ils veulent mener certaines actions, ils nous avertissaient en fait. Et actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a. Nous sommes parlé déjà au téléphone, mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets. Et une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situés sur cette question. Donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement, il sera extradé au Burkina? Je ne rassure pas, j'espère. D'accord. Voilà. Si je dis je rassure, j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait. Je préfère vous dire que j'espère. On va répondre à la question de M. Parc Belga Jean, qui souhaite qu'on relève l'âge de recrutement des FDS pour permettre à beaucoup de personnes de participer à la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'on a déjà relevé. Si on a relevé trop, ils n'auront pas trop de temps d'activité. L'année passée, quand nous sommes passés à Fada, à l'université, des étudiants ont exprimé justement ça. On venait de lancer le concours de la gendarmerie, je pense. Immédiatement, j'ai instruit de relever, de reprendre le communiqué et relever donc l'âge de 2 ans, je pense. Ça a été fait. Et actuellement, cette année, nous sommes allés jusqu'à 35 ans, 34 ou 35 ans pour les soldats. L'académie aussi, on avait lancé avec un âge un peu restreint, mais ils ont refait le communiqué et rehaussé le niveau. Voilà, l'âge encore. Donc, je pense que là où nous sommes, au niveau où nous sommes, c'est pas mal quand même. Si on rehausse trop, on va recruter des personnes qui ne seront pas forcément aptes physiquement à suivre le rythme de la formation. Ça peut quand même poser un problème de vieillissement dans l'armée dans quelques années. Donc il faut qu'on calcule tout ça avant d'agir. Mais nous allons étudier. Monsieur Yamouyego Issa de Bobo Dioulasso dit ceci: la mobilisation des ressources pour l'effort de paix est insuffisante au regard des défis sécuritaires. Comment combler ce gap? Le défi sécuritaire est énorme. La mobilisation, on peut dire insuffisante, mais déjà ça permet de faire certaines choses. Il y a certains partenaires qui ont accepté de nous accompagner aussi, il faut le dire, dans l'acquisition d'équipements. Mais on verra, nous sommes sur certaines questions, mais nous espérons réunir un certain nombre d'arguments pour le porter au peuple. Et ce sera au peuple de décider si on peut faire autre chose pour mobiliser ou pas. Parce qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes là, vous n'allez jamais aller quelque part pour vouloir même, ne serait-ce qu'un franc de prêt pour vous équiper et que vous allez avoir. Donc nous avons compris ça, nous avons effacé la question de crédit, de prêt dans nos questions d'équipement militaire. Et donc c'est le peuple qui contribue et nous essayons de faire ce que nous pouvons faire avec. Mais d'ici là, nous attendons certains équipements. Lorsqu'on va lancer la bataille, s'il y a nécessité d'accroître le rythme de la mobilisation, nous porterons les arguments donc à la connaissance du peuple et le peuple décidera de ce qui va se faire. Hervé Kaboré nous a rejoint pour des questions des auditeurs. Nous vous écoutons. Oui, Excellence, Monsieur le Président, Kadi Yaro de Poura demande si la mine d'or de Poura est dans l'agenda du gouvernement. Clément Guigemde de Bobo Dioulasso revient, demande à quand la remise à plat des salaires afin que chaque Burkinabé puisse vivre dignement. C'est aussi la question de Kassoum Dambré à Boromo. Il demande aussi quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'espace AUS sans raquettes. Et Mathieu Bationo de Tenaro dans le Sanguier demande pourquoi ne pas mettre en place dans chaque village une banque de céréales alimentée par les producteurs quand on sait que la Sonagest a montré ses limites.
Moumouni Sawadgo nous appelle de Doumbila et demande quelle est la suite à réserver au projet de désenclavement du lac Bam. Et Elifas Thiolé de Gawa dans le sud-ouest demande à quand la monnaie AES. Merci Hervé Kabouré pour cette série de questions. Monsieur le Président, on répond à la première question de Kadi Yaro qui nous a appelé de Poura. Il demande si la mine d'or de Poura est inscrite dans votre agenda. Merci. Il faut dire que toutes les mines d'or sont inscrites actuellement dans notre agenda parce que pour l'or, quand même, nous savons l'exploiter. Et c'est ce que je disais, je ne comprends pas pourquoi on sait exploiter l'or et qu'on doit donc laisser des multinationales venir exploiter notre or. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit qu'il y a des permis qu'on est en train de retirer et qu'on va le faire nous-mêmes. Donc la mine d'or de Poura fait partie de ces mines que nous comptons exploiter. L'APEC, si vous voyez, l'APEC a commencé dans la zone du sud-ouest avec sa première mine. Nous allons continuer aussi, autant qu'ils vont monter en puissance, à leur donner des permis pour qu'ils exploitent eux-mêmes. Et l'autre société, la Sopamib est actuellement aussi opérationnelle. C'est avec la Sopamib que nous avons donc payé les 2 mines Bongo et Wayon. D'autres mines seront donc dans le patrimoine de la Sopamib pour leur permettre aussi d'exploiter ces mines industrielles-là. Donc Poura fait bien partie. D'accord. Clément Gigamde revient. À quand la remise à plat des salaires afin que chaque Burkinabé puisse vivre dignement? C'est aussi la question du Kassoum Damré à Boromo. Les inégalités sociales. Ouais. Beaucoup de gens donc réclament ça et je pense que c'est une question qu'on va devoir attaquer tôt ou tard. Quoi qu'on dise, il y aura des grincements des dents comme on le dit, mais on est obligé de s'attaquer à ça à un moment donné pour que chacun puisse vivre dignement comme ils le disent. Mais avant ça, nous avons voulu d'abord nous mettre un certain nombre de lignes, étudier et voir qu'est-ce qui peut être fait en général. Parce que, comme je dis, il faut comprendre ses forces d'abord, son potentiel. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le secteur minier aujourd'hui. Et nous nous rendons compte que si on reprend possession de nos mines et que nous arrivons à baisser la température donc de cette guerre, peut-être qu'on n'aura pas besoin de remettre à plat, comme on le dit, diminuer des salaires. Nous allons voir comment peut-être remettre à niveau certains salaires. Mais pour l'instant, nous continuons d'observer la situation et nous espérons au cours de l'année 2025 faire une évaluation de nos dépenses militaires. Est-ce qu'il faut continuer à accroître les dépenses militaires en 2026 ou pas? Et aussi les mines qu'on va exploiter au cours de l'année 2025, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Est-ce qu'avec ça, ça permet donc de rehausser le niveau des salaires de certains et équilibrer un peu? Parce que c'est vraiment disparate. Il y en a qui sont dans des salaires, je dirais, incommensurables par rapport à d'autres qui traînent vraiment les pas. Et nous comptons équilibrer la balance. Donc ils peuvent se rassurer. Nous ne voulons pas faire forcément baisser le salaire de certains, mais nous allons voir en fonction de nos potentialités qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre tout le monde au même niveau. La question de l'AES revient. Quelles sont les mesures prises pour rendre la libre circulation dans l'AES sans raquettes? Également, à quand la monnaie AES? Très bien, je pense que cette question de raquettes est à l'ordre du jour. Et des instructions fermes ont été données déjà au ministre de la Sécurité pour déjà commencer à sévir contre cette question de raquettes. Il y a des dossiers qui sont actuellement en justice même sur certaines personnes. Les raquettes, ce ne sont pas de bons comportements. Surtout, malheureusement, ce sont des forces de sécurité qui le font. C'est vraiment pas de bon comportement lorsque nous voulons aller dans l'Union, dans la Confédération. Et cette semaine, je pense que les experts des identifications de la sécurité sont réunis à Bamako. Et l'objectif, c'est d'harmoniser un certain nombre de documents de voyage, mais aussi d'identité. Et donc, il y aura une carte d'identité AES qui doit voir le jour. Et avec ça, ou le passeport AES, nous devrons pouvoir circuler librement sans raquettes. Et nous mettrons aussi dans chaque pays un certain nombre de dispositions qui permettent aux usagers de rendre compte ou en tout cas de dénoncer les cas de raquettes. Déjà au Burkina Faso, nous avons pris beaucoup de mesures et actuellement c'est en cours de mise en œuvre, notamment donc le centre d'appel qui peut aussi être utilisé, les dénonciations qui peuvent être faites jusqu'à la présidence du Faso et nous avons mis en place le CRD qui doit sévir au-dessus de toutes les autres considérations de textes qui peuvent exister. Et le CORAG, comme on le dit actuellement, est instruit aussi d'enquêter sur toute forme de corruption, de raquettes ou de dossiers mal gérés. Ils sont là-dessus dans les jours à venir. Il y a des choses qui vont sortir. Les individus qui seront pris dans des situations comme ça puissent payer. Mathieu Batiouno de Tinado, sujet, pourquoi pas ne pas mettre en place dans chaque village une banque de céréales alimentée par les producteurs? Oui, ça aussi c'est une bonne question et je vois qu'il a même parlé de la SONAGES. La SONAGES avait beaucoup de difficultés. Nous avons changé donc la direction et actuellement
j'ai instruit au ministre d'accroître le nombre de magasins Sonagès, il est là-dessus, d'avoir ses camions à lui pour pouvoir transporter les céréales et les stocker, parce que Sonagès fonctionnait sur des locations. On ne peut pas louer des magasins, louer des camions et vouloir être efficace. C'est compliqué. Et c'était un circuit, ça ne permettait pas d'être efficace. Donc voilà pourquoi actuellement ils ont entrepris de construire des entrepôts dans certaines zones et d'acquérir leurs propres camions pour pouvoir rapidement desservir. Il y a aussi l'APEC qui est sur la question, comme ce qu'ils appellent banque de céréales. En fait, ils sont en train de créer, donc ils ont ciblé déjà les premières zones. Je ne sais pas si les marchés sont déjà lancés ou pas. C'est pour justement avoir des centrales d'achat qu'on peut assimiler à des banques de céréales, où les paysans vont venir donc vendre leurs céréales et ça pourrait être revendu à partir de là-bas et de façon très contrôlée. Parce qu'aujourd'hui, la spéculation est tellement forte que quand les gens partent au bord champ, ils imposent aux producteurs le prix qu'ils veulent. Ils sont obligés souvent de céder certaines céréales et ils reviennent augmenter les prix hors de contrôle et ils le revendent. Donc le producteur même se retrouve finalement sans rien au bout de plusieurs mois de labeur. De dur labeur. Donc nous avons pris ça en compte et l'APEC va aussi se mettre là-dessus pour créer dans plusieurs communes ces centrales d'achat-là et qui va permettre de soulager beaucoup la population. Toujours dans le volet sécurité alimentaire, Moumouni Sawadego de Lumbila demande quelle est la suite réservée au projet de désenclavement du lac BAM. Le ministre a été là-bas, je pense qu'il n'y a pas trop longtemps. Le ministre de l'Agriculture, il y a été, il est venu me faire le point de situation et nous sommes là-dessus. Actuellement, il y a aussi les volets sécuritaires qui étaient aussi un facteur limitant. Je peux vous assurer qu'autour du lac, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et je pense que ceux qui sont sur le terrain là-bas à Kaya ou autour doivent pouvoir percevoir ces choses-là. On ne va pas tout dévoiler ici, mais nous sommes là-dessus parce qu'il faut réaménager le lac, pouvoir le rendre plus viable et que ça profite à beaucoup de personnes. Donc le projet est en cours, le ministère en tout cas, est à pied d'œuvre pour que ça puisse voir rapidement le jour. Merci pour ces éléments de réponse. Nous accueillons une fois de plus Hervé Kaboré pour les questions des auditeurs. Merci Chantal Nikema, Excellence Monsieur le Président. Alassane Léné à Lankwe dans la boucle du monde demande pourquoi ne prend-on pas en charge tous les cancers à Bogodougou, et Madame Sarata Dakouré aussi souhaite que vous soyez très regardant sur l'initiative de prise en charge des cancers. Yulien Agawa demande que prévoit le gouvernement pour résoudre le problème sur la RN1 au niveau du pont de Eredougou qui connaît des débordements d'inondations chaque année. Et Damré Kassoum à Borombo demande quelle solution pour réduire le nombre de demandeurs d'emploi dans la fonction publique. Merci. Merci Hervé Kaboré. La première préoccupation d'un auditeur, pourquoi ne prend pas en charge du moins tous les cancers au CHU Bogodougou? D'accord, je vais revenir une fois de plus sur certains paramètres. Nous avons un programme, nous avons des objectifs. Et comme je disais sur le volet de l'éducation, l'objectif est que l'éducation soit gratuite au Burkina Faso. Nous ne pouvons pas dire exactement combien de temps ça va prendre. Comme je dis, on évalue nos potentiels, on essaie de faire certaines choses nous-mêmes et nous espérons pouvoir y arriver. La santé, c'est la même chose. Il y a certains mots que nous essayons donc de prendre en charge déjà. Si vous voyez dernièrement les cliniques mobiles, avant pour des cancers de sein, pour aller faire une mammographie et tout, les femmes déboursaient beaucoup d'argent, c'est même pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, on peut rendre grâce à Dieu, dans beaucoup de régions, c'est gratuit. Le centre donc, qui traite les cancers, c'est le seul qui est là actuellement. Le deuxième est en train d'être achevé à Bobo. Donc la capacité d'accueil déjà ne permet pas à tout le monde de pouvoir venir. Secondo, on évalue. Avant c'était fermé, nous sommes venus et on a réouvert le centre, le remettre en état, ça fonctionne. Mais si on dit qu'on peut prendre tous les cancers gratuits, ça serait du mensonge, on ne pourra pas. Pour l'instant, on ne pourra pas. Voilà pourquoi nous avons choisi le cancer des enfants, au moins de 15 ans, et donc le cancer des femmes col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer de prostate. Mais pour l'instant, on ne peut pas prendre tous les cancers en compte. Si on le dit, les gens vont affluer, le service ne pourra pas être fait. On va encore dire que nous avons pris des mesures et que nous ne pouvons pas faire accompagner. Donc voilà pourquoi nous allons étape par étape, au fur et à mesure, voilà, beaucoup de choses peuvent être très bien au Burkina Faso.